Shalom à toutes et à tous, c'est Shavua Tov, et Od Yoter Tov et Od Yoter Tov, avec ce nouveau Moyen-Orient qui se dessine de jour en jour de plus belle. Et vous êtes déjà très nombreux, grâce à Midrash Yehuda Manito, de se retrouver pour le cours d'Eliezer Charodotsky. Donc, tu as bien sûr changé le thème. Oslo est derrière nous, on ne sait pas quand on reviendra là-bas. Et tu as voulu intituler La guerre des 600 jours et le véritable nouveau Proche-Orient. À toi la parole. Shalom Chaverim. Vous avez bien dormi? Intéressant ce qui se passe. Waouh, waouh, Baruch Hashem. La guerre des 600 jours et le nouveau Proche-Orient. Vous savez, pour finir, on ne va pas totalement laisser de côté Oslo. On va prendre Oslo comme point de référence pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, le comparer à ce qui s'est passé il y a 30 ans. Et là, on va voir toute l'ampleur de ce qui se passe aujourd'hui. Je voudrais commencer peut-être par citer une expérience matinale. Vous savez, là, on habite à Efrat, c'était un quartier, un des premiers quartiers de Efrat. Donc là, dans l'immeuble, on n'a pas des abris. On n'a pas ce qu'on appelle le mamad. Alors, pour sortir, pour aller au mamad, alors il faut sortir. C'est pas loin, c'est juste en face de la maison, mais il faut sortir. Et ça a un grand avantage, c'est que chaque fois, vous rencontrez tous les voisins. Et puis là, on est assis dans l'abri quelques minutes avec les enfants, avec tout le monde, tout. Les enfants, les parents, les grands-parents, tout ce que vous voulez. Et, et puis, il y a une pensée qui m'effleure l'esprit. Et puis, je l'ai dit à ma femme, bah, tu sais, les Américains viennent de bombarder Auschwitz. Et, et puis, les gens autour, ils regardent et puis ils réagissent et disent, ouais, c'est exactement la même idée que j'ai eue. C'est exactement l'idée que j'ai eue. Les Américains ont bombardé Auschwitz, ont bombardé Treblinka, ont bombardé Wannsee. C'est nous qui avons bombardé Wannsee, c'est-à-dire c'est une histoire qui se répète sans se répéter. C'est une histoire qu'on retrouve à un niveau de plus de la spirale, mais où une justice historique est rétablie. Avec encore une différence, et pas des moindres, c'est qu'aujourd'hui, Israël n'est pas l'objet de l'histoire, il n'est pas seulement le sujet de l'histoire, ce qui est déjà une grande chose, il est plus que le sujet de l'histoire. Il est l'initiateur de l'histoire. Il est celui qui guide, qui dirige, qui entame, qui initie les processus historiques, régionaux et mondiaux. Maintenant, aujourd'hui, avec votre permission, après cette introduction un peu avec beaucoup de pathos, mais maintenant, essayons de retomber avec nos pieds sur terre et essayez pas de faire l'analyse géopolitique de ce qui se passe. Ça, il y a suffisamment de spécialistes dans tous les médias qui sont là pour le faire, pour nous servir. Mais essayez de prendre une perspective historique sur les 30-40 dernières années de l'histoire d'Israël et comparer essentiellement ce qui se passe ces derniers 600 jours et quelques avec ce qui se passait au début des années 90, surtout 93, 14, les premiers mois, les premières années
du processus d'Oslo, dont on a parlé déjà combien, je ne sais pas, 7 rencontres, si je ne me trompe pas. Je voudrais, je ne sais pas si vous avez vu l'interview de Benjamin Netanyahu, Rosh Hamemshala, qu'il a donné il y a juste quelques jours à Ayala Hasson. Je voudrais qu'on regarde, pour commencer, avec vous, un extrait de cette interview que je recommande vivement à voir. Elle dure à peine une demi-heure. Je voudrais qu'on regarde 3 ou 4 minutes de cette interview où Netanyahou répond à la question: qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qui lui donne la force de tenir bon, de faire ce qu'il est en train de faire? Regarde. Et il répond en citant avant tout son père. J'imagine, on l'a mentionné plus d'une fois. C'est le professeur Ben-Zion Netanyahu, qui était un historien de renom, spécialiste du judaïsme des Juifs d'Espagne, de Don Yitzhak Abarbanel, qui était aussi le secrétaire personnel de Jabotinsky dans les années 30, et dont on a fêté le centenaire en 2010 dans le Merkaz Begin. Il avait 100 ans. Le Premier ministre, maintenant, va raconter la chose suivante. D'abord, je vous propose de regarder. Ceux qui comprennent l'hébreu, c'est très bien. Ceux qui comprennent un peu moins, alors je vais tout retraduire, mais après les 3 minutes de ce passage. Regarde, maintenant je vais essayer de mettre le computer sound. Regarde, voilà, stéréo. Voilà, là je pense que vous devez entendre. Je mets en route. אני חושב הרבה מאוד, אוקיי? את הגישה הזאת, את הראייה הזאת, על הסיכון הזה, אני במידה רבה קיבלתי מאבי, פרופסור בן-ציון נתניהו, זיכרונו לברכה. הוא היה היסטוריון גדול. והנה מה שהוא אומר ביום הולדת 100 שלו, ב-2010, זה לפני 15 שנה. כן. יום שלם, שיפחו את המחקרים ההיסטוריים שלו ואת הפעולה שלו בארצות הברית בימי מלחמת העולם השנייה, מול נשיא ארצות הברית לימים אייזנהאואר וכו'. אז הוא אמר, תודה רבה, זה הכל, אני מאוד מודה לכם, זה לא חשוב, יש לי רק הערה אחת. ואז הוא אומר את הדבר הבא. הוא אומר, היום איראן מאיימת להשמיד את מדינת היהודים. מצד שני, הוא אומר, בולטת עמדתו של העם היהודי, הסומך על כוחו הצבאי הגדול. עם ישראל מראה היום לעולם כיצד צריכה אומה להתנהג כשהיא עומדת בפני סכנת קיום. להביט עין בעין בפני הסכנה. לשקול בשלוות רוח מה יש לעשות ומה אפשר לעשות, ולהיות נכונים להיכנס למערכה ברגע שסיכויי ההצלחה נראים סבירים. יש צורך ויכולת של עמידה רוחנית שמחייבת את מציאותם של כוחות נפש כבירים. עם ישראל מגלה כיום לעולם שיש בו כוחות נפש כאלה, ובזה כלולים אמונתי, אמונה בלתי מסויגת, שעמנו יהדוף את הסכנה המאיימת על קיומו. בהבעת אמונה זו אני מסיים את דבריי. זה מה שהיה לו להגיד ביום הולדת 100 שלו. אז זו הצוואה שאביך? חד משמעית. זה לא צוואה, זה העברת הלפיד. זה פשוט העברת הלפיד. על זה, מהבית הזה אני באתי. מהבית הזה באו אחי, כולל אחי יוני שנפל באנטבה, כדי להציל חטופים. באמונה הזאת, להבין קודם כל לראות את הסכנה. העם שלנו הוא עם שיש לו סגולות גדולות, אבל הוא איבד את היכולת לראייה מדינית, כיוון שלא הייתה לנו מדינה. לא, אבל יש גם אז הרבה... קודם כל תזהה את הסכנה, כן. ואחר כך תאזור את העוז, את האומץ ואת החוכמה, להדוף את הסכנה, וזה מה שאבי אומר,
לפני לי, 15 שנה, וזה מה שאני מבצע היום. כן. אתה מדבר על העם הזה. Eliezer, magnifique. La prochaine fois, je te montre sur YouTube, il y a les sous-titres en français maintenant. Tu pourras. Waouh! Waouh, je savais pas qu'il y avait ça aussi c'était sous-titré. Mais je pense que là, Benjamin Netanyahu dit l'essentiel de ce qui le motive ces 40 dernières années, c'est ce qu'il dit, et ce qui explique la réussite invraisemblable des 625 derniers jours et surtout les 10 derniers. Je traduis. Bensignon Netanyahu. J'ai juste une remarque à apporter. Aujourd'hui, il parle en 2010, l'Iran menace d'anéantir l'État juif. De l'autre côté, ce qui est ostentatoire, c'est la position du peuple juif, l'attitude du peuple juif qui a foi dans sa force militaire très grande. Le peuple d'Israël démontre, donne l'exemple aujourd'hui au monde entier comment doit se comporter un peuple, une nation qui se tient devant un danger existentiel. Regardez dans l'œil du danger, dans l'œil de la menace, considérez calmement, de manière posée, ses forces, ce qu'il y a à faire, quelles sont les opportunités, les possibilités, et être prêt à entrer en lutte au moment opportun et où la réussite est plus que probable. Il y a un besoin et une capacité d'une attitude, d'une position basée sur une force spirituelle et sur des kochot nefesh, sur des forces d'âme énormes. Le peuple d'Israël fait preuve aujourd'hui et démontre au monde entier qu'il a les forces nécessaires. Et c'est cela qui me donne pleine foi et une foi inébranlable que notre peuple va repousser la menace qui pèse sur lui et sur son existence. Et c'est par la déclaration de cette foi que je signe et que je termine mes mots. J'ai pensé citer ce passage, pas seulement pour sa puissance, parce qu'il y a ici, c'est en fait, c'est le cœur de la victoire. Et maintenant, pour expliquer ça un peu en détail, je propose qu'on fasse un tableau où d'un côté, dans une colonne, vous mettez l'opération Un peuple comme un lion, Am Kelavi, et d'un autre côté, vous mettez Oslo et ses hypothèses de base, ses principes directeurs. Et là, vous allez très très vite voir toute la différence du nouvel Israël face à Israël des années 90. C'est deux mondes
totalement différents. On commence. Chaque fois que les dirigeants israéliens des années 90 et des années 2000 qui supportaient et qui soutenaient le processus d'Oslo ou le processus d'expulsion de Gaza devaient en légitimer les motifs devant le public, ils avaient tous la même explication. Que ce soit Rabin, que ce soit Peres, que ce soit Sharon ou que ce soit Olmert. Ils disaient tous, le peuple juif est fatigué. Le point central du discours de Rabin, on l'a vu, dans tous ses discours, que ce soit à la Maison-Blanche ou que ce soit à la réception du prix Nobel de la paix ou ailleurs, no more war, no more bloodshed. Nous sommes plus de guerre, plus de sang, on est fatigué, nos mères sont fatiguées, nos parents sont fatigués, nos enfants. Toujours le même refrain. Idem avec Sharon, idem avec Olmert. Anachnu ayafnu, nous sommes fatigués de guerre, nous sommes fatigués de conflits, nous voulons la paix. Du côté de Ben-Sion Netanyahu et de son fils, qu'est-ce que vous voyez? Il le répète avant et après dans cette interview. Une foi inébranlable dans les capacités et les forces spirituelles et physiques du peuple juif. À donner, pas seulement les forces physiques à je ne sais pas quoi, non, à faire face à la menace existentielle du défi iranien. Ça, c'est la première chose. La deuxième différence, très grande, il y a beaucoup. Si vous pouvez, je conseille même de noter, moi je pense l'écrire à moi, l'imprimer parce que c'est quelque chose de très très important. Les principes directeurs d'un peuple victorieux. Deuxième chose, c'est la capacité à regarder, à considérer le danger droit dans les yeux. Il y a les mollahs iraniens qui disent qu'ils veulent nous anéantir, qui appellent Israël l'état d'une bombe, c'est-à-dire qui est destructible en une bombe atomique. Il faut les prendre au sérieux. Il faut croire dans leurs intentions, qu'ils veulent véritablement les mettre en œuvre. Lorsque d'autres ennemis, comme Yasser Arafat, disaient, comme on l'a vu les dernières fois, le jour même dans la signature de l'accord d'Oslo, dont d'autres organes de presse jordaniens, lorsqu'il s'exprimait ensuite à Johannesburg, où il disait que c'est un djihad et que c'est un but, c'est un cheval de Troie. Oslo, le processus n'est qu'un cheval de Troie pour anéantir le peuple d'Israël. Il parle le peuple palestinien, c'est un peuple éternel, et Israël, c'est un État provisoire. Lorsque les journalistes demandaient à Peres et à Rabin d'adresser ces allocutions, quelles étaient leurs réponses? En li koach le milulisme. Je n'ai pas plus de la force de ce verbalisme, aucun sens. Rabin disait c'est du blabla. Nos dirigeants ne prenaient pas au sérieux les intentions dites et écrites noir sur blanc de nos ennemis. Aujourd'hui, que ce soit Hamas, que ce soit Hezbollah, que ce soit l'Iran, on prend au sérieux les menaces de nos ennemis. Troisième chose, aussi très importante, c'est que Israël, aujourd'hui,
a la volonté, pas seulement de regarder la menace dans les yeux, droit dans les yeux, mais surtout de confronter le mal et de le combattre. Et pas seulement de confronter le mal et de le combattre, mais d'aller jusqu'au bout. Maintenant, vous allez dire non, c'est naturel. C'est tellement naturel que personne sur la terre entière n'avait eu cette idée avant nous. Que ce soit les présidents américains, à l'exception d'un seul, je ne parle pas de l'Europe, je ne parle pas de l'ONU, tout le monde n'avait qu'une stratégie à l'esprit. Laquelle? Il faut apaiser les mollahs. Il faut comprendre bien ce qu'ils disent. Il ne faut pas, surtout pas prendre au sérieux leur diatribe idéologique. C'est irrationnel. Ils le disent uniquement pour faire monter les enchères, mais ce n'est pas du sérieux. C'est ce qu'on nous comment dire, répétait de jour en jour comme une langue de bois, ne les prenez pas au sérieux. Et chez nous aussi, beaucoup de gens étaient pris à cet hameçon. Et quelle était notre politique à l'époque d'Oslo? Toutes nos forces de propagande étaient destinées à légitimer, à cachériser Arafat à nos yeux et aux yeux du monde. Dire que c'est un autre Arafat, regarde, il s'habille de la même manière, il va avec le même kéfier, avec le même pistolet, avec les mêmes discours. Non, c'est une autre personne. On était complètement dans l'optique, pas de la confrontation, mais de l'apaisement du mal. Pius, apaisement et pas de confrontation. Pourquoi pas confronter? Parce qu'on n'a pas la force, on est fatigué. Et parce que le danger n'est pas si grave. Ça, c'est la troisième chose. Quatrième chose, et ça aussi, Netanyahou le dit dans son discours, il le répète très souvent, il dit, écoutez, nous avons deux buts. Et quelles que soient les circonstances, nous allons les mener à bien. Seul ou pas seul. C'est-à-dire, il y a ici une détermination, une résolution à faire le boulot, à faire la besogne, même s'il faut le faire seul. Même si on n'est pas accompagné, même si les grandes puissances nous regardent d'un mauvais regard, etc., etc. On peut agir seul. Lorsque vous écoutez les architectes du processus d'Oslo, eh bien, ils le disent. Le dicton le plus malsain, d'après eux, de l'histoire juive, la véritable malédiction de l'histoire juive, c'est quoi? Am levadad yishkon. Un peuple qui vit à part. Un peuple qui vit seul. C'est une malédiction qu'on doit extirper de notre histoire. On doit agir de concert avec les États-Unis, avec les superpuissances, avec l'Europe, avec l'Union, avec ci, avec ça, avec le monde arabe. On doit agir de concert. Am levadad, c'est quelque chose, c'est un héritage du passé dont on ne veut plus aujourd'hui. Et là, vous voyez, après le 7 octobre, une conscience qui pénètre le peuple juif qui dit non, c'est nous contre eux. Et nous, on est les dépositaires de notre vérité et on a besoin
de l'accord de personne pour être persuadé de notre bon droit. Notre bon droit n'est pas otage de l'accord de tel ou tel spaghetti ou macaron, pardon. C'est nous qui sommes les seuls à décider de ce qui est juste, de la manière dont on va se défendre et de la manière dont on doit se conduire, de ce qui est moral et de ce qui ne l'est pas. Ça, c'est un quatrième point. Maintenant, chose intéressante, très intéressante, c'est que Dafka, précisément parce que le peuple juif est prêt à faire cavalier seul, tout d'un coup, il se retrouve accompagné. Il se retrouve accompagné par qui? Par la superpuissance, seule superpuissance mondiale. Naturellement, vous allez dire, et vous allez avoir raison, ce sont des relations que le Premier ministre d'Israël a nourries pendant des années, a cultivées pendant des années, avec les présidents et avec ce président spécifique des États-Unis. Lui-même, son bras droit, Dermer, mais finalement, celui qui a pris l'initiative de l'opération, d'abord à Gaza, ensuite au Liban, quelques jours après en Syrie, parfois au Yémen, et avant-dernier jeudi soir en Iran, c'est l'État d'Israël. Et tout d'un coup, une fois qu'il est prêt à la jouer seul, il ne se retrouve pas seul. Il se retrouve en très très bonne compagnie. Maintenant, je ne sais pas, j'aime beaucoup l'histoire. Mais lorsque je regarde les derniers 3500 ans d'histoire juive, je ne me rappelle pas d'un seul moment, d'une seule occurrence où le peuple juif n'était pas, je ne sais pas, faisait pas partie d'une coalition, tantôt d'Égypte, tantôt Aram, tantôt Babylone, etc., mais était à la tête presque de la coalition et entraînait. Il y a quelque chose qui ressemble, c'est Hanouka. Les révoltes des Maccabées, on a commencé par vaincre les Grecs, et pour finir, eh bien, c'est une alliance avec Rome qui a décidé des choses et qui a fait que, ben voilà, les Romains sont avec nous, alors les Grecs vont céder. Oui, mais les Romains ne sont pas entrés en guerre avec nous. Ils ne sont pas entrés en guerre. Je crois que c'est, à mon sens, c'est un cas unique de l'histoire où Israël et le peuple juif se trouvent à la tête d'une coalition internationale. Non, mais regardez le truc, regardez l'histoire. Alors, bien entendu, on donne crédit et on dit merci, etc. Tout est vrai. Il n'y a pas eu meilleur président, meilleur allié pour le peuple juif que Donald Trump. Il n'y a pas eu. Mais maintenant, toute chose dite, pour finir, c'est Israël qui a conquis, qui a transformé l'espace aérien iranien en arrière-cour. C'est Israël qui a neutralisé
tout le système anti-aérien iranien, etc., etc. Comprenez? Et c'est Israël qui a préparé le terrain pour que les B-2 américains puissent aller bombarder là où il faut bombarder. Donc, c'est Israël qui est à la tête de la coalition. Maintenant, on continue la comparaison. Qu'est-ce qui s'est passé à Oslo? Eh bien, c'était tout le contraire. On dit, nous sommes, comment dire, dépendants du soutien international. Le soutien international, c'est la meilleure garantie de notre sécurité. La signature de Clinton, de Gorbatchev, de Arafat, immarchement, c'est la garantie de notre sécurité. Il y avait même des proverbes qui étaient comme ça. Les frontières sûres ne sont pas des frontières avec de la profondeur stratégique, mais des frontières au sujet desquelles les deux parties sont d'accord. On nous donnait en exemple l'Europe occidentale. S'il y a la paix entre la France et l'Allemagne, ce n'est pas à cause de la ligne Maginot ou ligne Imagino. Ce n'est pas à cause des Ardennes ou de la profondeur stratégique. C'est parce que les Allemands et les Français sont d'accord que c'est là que doivent passer les frontières. Ce sont des frontières d'un commun accord et c'est ça qui garantit le calme à la frontière. Maintenant, en Israël, on doit arriver à la même chose. Ce n'est pas les fusées ni la profondeur stratégique, la profondeur diplomatique qui va assurer cela. Et c'était véritablement, c'était ce qu'on enseignait dans les universités. J'y étais. Baruch Hashem, j'étais dans une université où c'était enseigné d'un œil très critique, c'était à Bar-Ilan. Mais c'est ce qu'on enseignait. C'est ce qu'on enseignait dans les écoles de diplomates, dans les écoles d'ambassadeurs, de consuls israéliens, dans l'école, dans les départements des affaires étrangères. C'est ce qu'on nous enseignait. Aujourd'hui, ce n'est pas Israël qui est tributaire de l'accord international. Ce n'est pas Israël qui est otage de ce que vont dire les superpuissances, de ce qu'elles vont permettre et de ce qu'elles ne vont pas permettre. Aujourd'hui, c'est un Israël qui devient une source d'inspiration pour le monde. Aujourd'hui, c'est Israël qui devient un exemple de comment contenir, pas seulement contenir, comment combattre et vaincre le mal et l'empire du mal. Sans peur. Et ça, c'est quelque chose d'unique. Cet exemple, cette inspiration qu'on donne, et regardez, le monde se tait. À part quelques éberlués à Ankara, tout le monde est là, soit nous dire merci, comme le chancelier allemand. Vous êtes ceux qui font la sale besogne pour tout le monde libre. Vous êtes les sanitaires de l'humanité. Pas pour rien, Ken. C'est presque l'expression de Rabbi Yehuda Halevi. Le peuple juif, c'est le cœur du monde. Et c'est le cœur. Le sang de tous les membres, de tous les organes, passe par le cœur. Et c'est là qu'il le laisse passer, le transfère, le repousse.
les médecins sauront expliquer mieux que moi quel est le rôle, mais l'exemple, il est clair. Israël devient un exemple pour l'humanité entière. Même ses ex-ennemis, ils sont là, ils sont un peu… Je regarde un peu ce qui se passe en Russie, ils disent ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, non, on n'a aucune intention d'aider l'Iran ou d'interférer, de nous mêler de cette affaire. Bon, l'argument de Poutine, il est un sacré mécréant aussi, lui aussi. Sacré mécréant. Mais juste pour dire comment l'action d'Israël, comment elle neutralise aussi ceux qui sont loin d'être nos amis. De l'autre côté, à Oslo, qu'est-ce qu'on disait? Non? Israël doit être rationnel. Qu'est-ce que c'est être rationnel? C'est prendre exemple sur l'humanité. Écouter l'humanité. S'ils nous disent qu'il faut céder des territoires pour la paix, il faut le faire. Il faut prendre l'initiative de la paix. Il faut prendre l'initiative de l'expulsion des Juifs de Gaza. C'est ce que le monde demande de nous. Nous sommes à des années-lumière de cela. Aujourd'hui, 30 ans après et 600 jours après 620 et quelques jours après le 7 octobre, nous sommes à des années-lumière de cela. Vous savez, ce Shabbat, on a lu la parashat Shlach, Nachon Shlach Lecha. Et puis, on avait des invités qui sont arrivés, puis je regarde au salon, il y a une sauterelle. Il y a une petite sauterelle, très jolie, mais une sauterelle morte. Et puis, je me dis, ouais, quel clin d'œil de la Kadosh Baruch Hu, qui nous dit, vous savez, dans la parashat Shavua, il est dit, lorsque les explorateurs reviennent de leurs 40 jours en Eretz Israël, eh bien, il raconte, entre autres choses, qu'on a vu là-bas des géants, etc., etc., et on était à nos propres yeux comme des sauterelles, et c'est ainsi qu'ils nous voyaient aussi. La Torah, elle sait à quoi comparer le peuple. Parfois, elle compare le peuple à des sauterelles, et parfois, elle compare le peuple à un lion. Et aujourd'hui, le nom de l'opération qui a été choisi n'a pas été choisi par un ordinateur de manière aléatoire, mais a été choisi par le Premier ministre en personne, Am Kelavi Yakum, du Sefer Devarim, ou Keari Itnasa. Lo Yishkav Ad Yochal Teref. Tout d'un coup, on se voit comme un lion, comme le roi des animaux. Et ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Parce que lorsque tu as foi dans ton peuple, dans ses capacités spirituelles et physiques à la fois, eh bien, tu ne le compares pas à une sauterelle. Tu le compares à un lion. On continue? Yalla. On continue encore. Il y a encore quelques points. La commission d'enquête suite à la Seconde Guerre du Liban, la commission Vinograd, a dit, entre autres choses,
que en Israël, on a peur de parler en termes de victoire. On a peur de prendre du territoire. Une peur qu'il appelle chronique. Et effectivement, à Oslo, on ne parlait que de conforter l'ennemi, qui d'ailleurs n'était plus présenté comme ennemi, mais partenaire. Avec des slogans, je me rappelle, la paix, on l'a fait avec les ennemis. Ah oui? Moi, j'ai toujours appris qu'on fait avec des ennemis qu'on a vaincus. Non, tout d'un coup, tu fais la paix avec des ennemis, sans les vaincre. Ah, c'est très sympa, ça. Ça, c'est une invention, ça pourrait aller pour le livre des inventions imaginaires. Ken. Mais oui, c'est-à-dire il faut s'arranger. Et là, qu'est-ce qu'on parle? De quoi on parle? On parle de victoire totale. Et pas seulement Benjamin Netanyahu qui parle de victoire totale. C'est aussi Donald Trump qui parle de total victory. Total victory. Tout d'un coup, on commence à parler en termes absolus et pas en termes relatifs. Bon, on ne peut pas vaincre, non, c'est très difficile. Victoire, c'est quelque chose de non, ça passe pas. Es passe nicht. Ici, vous avez un peuple, pas seulement un premier ministre, un peuple qui ne parle qu'en termes de victoire. Une autre chose très, très, très importante, vous avez remarqué ce qui s'est passé en Israël ces dernières semaines? Des ennemis féroces, des rivaux féroces de Netanyahou, tout d'un coup, font front commun avec Netanyahou face au danger iranien. Il y a 2 semaines, ils étaient là à demander la fin de la guerre. Et tout d'un coup, lorsque la guerre commence avec l'ennemi véritable, tout le monde fait front commun. Yair Lapid, Avigdor Lieberman, Benny Gantz, tout le monde est là à proposer leur aide, à présenter, à faire le cas d'Israël dans les médias internationaux, à défendre Benjamin Netanyahou. Les journalistes aussi, effectivement, vous le dites, Nahum Barnea, pas seulement Nahum Barnea, disent peut-être qu'on s'est trompé au sujet de Netanyahou. Pour finir, c'est lui qui a pris la décision d'appuyer sur le bouton. Vous vous rappelez ce qu'il y avait à Oslo? Jamais on n'était si près de la guerre civile. Jamais. Jamais on était si proche de la guerre civile. Jamais les invectives n'étaient aussi fortes entre la gauche et la droite. Et là, tout d'un coup, lorsque Israël se retrouve à un but digne de ce terme, eh bien, le peuple juif se retrouve une unité digne de ce terme. Avant-dernier point que je voudrais évoquer, c'est nouveau Proche-Orient ou nouveau Moyen-Orient. Jusque-là, jusqu'il y a quelques mois, Mizrach Tichon Chadash, c'était le nom du livre de Shimon Peres, qui était un programme de l'ordre de l'empire de l'imaginaire. Il y a il y a un politologue qui a appelé l'Iran une superpuissance de l'imaginaire.
eh bien, là aussi, nous, on était là à bâtir notre empire de l'imaginaire. Alors qu'on pouvait à peine mettre le pied dans les pays avec lesquels on a conclu des accords de paix, comme l'Égypte ou la Jordanie, on parlait du nouvel Moyen-Orient. Alors qu'en parallèle, on mettait à l'entrée des villes arabes de Judée-Samarie des panneaux en grandes lettres en rouge qui interdisaient l'entrée à tout Israélien, entre guillemets, à tout Juif, parce que les Arabes, bien entendu, pouvaient y entrer, mais les Israéliens, les Juifs, c'était interdit. On créait des zones Judenrein au cœur de Eretz Israël. On parlait du nouveau Moyen-Orient. תגיד לי, על מי אתה עובד? De qui tu ris? De qui tu ris? Heureusement que le ridicule ne tue pas, que sinon, d'ailleurs, c'est aussi valable pour le gouvernement français aujourd'hui. Heureusement que le ridicule ne tue pas, sinon ce serait une hécatombe là-bas. Ça, c'est l'avant-dernier point. Et là, Benjamin Netanyahu, il parle du nouveau Moyen-Orient, mais véritable nouveau Moyen-Orient, pas de l'imaginaire. Un Moyen-Orient qui a été nettoyé du venin radical, génocidaire iranien, distillé en grande en masse dans les États, dans les pays, dans les arabes, Yémen, Syrie, Liban, Irak, etc., etc. Non. On crée un nouvel Orient, nouveau Proche-Orient, où c'est Israël qui est l'axe central, qui est l'exemple, qui est le garant de la capacité à exister et assez tranquillement, sans menace atomique, sans menace génocidaire, sans menace islamique tellement prégnante comme celle des mollahs. Un Proche-Orient véritable. Et peut-être même un nouvel Iran avec un nouveau gouvernement, avec un nouveau pouvoir, avec un nouveau régime. Et puis, je voudrais arriver au dernier point, qui n'est pas moins important, qui est peut-être même plus important que tous les autres. C'est qu'il y avait un très, 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 très grand absent dans le processus d'Oslo. C'était qui? C'était la Providence. Nulle mention de Dieu à Oslo. Efes. On se débrouille. On le neutralise. Cette charge de sainteté, on n'en veut pas. Et aujourd'hui, vous le voyez dans l'interview, c'est hyper fort. Netanyahu le dit. Quand on a pris la décision, quand on a fait le vote au gouvernement, avant d'appuyer sur le bouton, j'ai dit à tout le monde, Shea Elokim Yiyeh Be'ezreinu, que Dieu nous soit en aide. Et après, de dire que
la plus grande faction ou fraction politique à la Knesset, là il a dit en jeu de mots, Asiya Achi Gdola, Asiya Achi Gdola, Bakneset, c'est la Siyata Dishmaya. La plus grande fraction à la Knesset, c'est la fraction de l'aide divine, de la providence. Et il le répète, et il cite la Parashat HaShavua. De discours en discours, il n'y a pas un discours où il omet la présence divine et l'aide de Akadosh Baruch Hu. Et là, vous le dites, oui, il est au Kotel pour dire le Mizmor le Toda. Et le peuple, en cela, est avec lui. Le peuple comprend que sans le Kadosh Baruch Hu, il y a tellement d'incertitudes. Comment est-ce que ça va marcher? Comment est-ce qu'on va coordonner les personnes sur place, les agents du Mossad, les forces de l'air, les tireurs, tout ce que les Américains. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu est reconnu comme acteur de très grande importance dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, juste pour répéter en 2 mots, la foi dans le peuple juif, la capacité de ce peuple à regarder le danger droit dans les yeux, la volonté de confronter ce danger et ce mal et pas de le conforter ou de l'apaiser, la détermination à agir seul s'il le faut. Et du moment que tu es prêt à agir seul, Israël devient la tête d'une coalition avec les États-Unis, la superpuissance mondiale. Israël devient un exemple à l'humanité, un exemple de bravoure, de comportement de ses citoyens, de ses arrières. Les gens ne comprennent pas comment est-ce que dans un pays en guerre bombardé, tout le monde cherche des avions pour revenir et pas pour partir. Regardez quel tikkun, mon frère qui m'a fait remarquer, quel tikkun de Chet HaMeraglim, quel tikkun du péché des explorateurs. Eux voulaient tout faire pour ne pas entrer en Israël à cause de visions imaginaires, Eretz Ochel et Yoshver, etc. Et là, vous avez des dizaines et des dizaines de milliers de juifs à travers le monde qui ne cherchent qu'une chose, n'importe quel avion qui les ramène en Israël. Et je parle avec des amis, je vous dis pas des inventions qu'ils ont fait, comment rentrer par Aqaba, par El Arish, par bateau, par voilier, par ci, par ça, imale. Incroyable. Incroyable. Okay? Exemple au monde, pas seulement de la conduite de notre armée, de notre gouvernement, la conduite de notre peuple. Un peuple qui n'a pas peur. La soif de la victoire, pas de demi-mesure, la victoire sur le Hamas, sur le Hezbollah, sur l'Iran, pour finir. Après cette victoire, un nouveau Proche-Orient, avec pour acteur principal Akadosh Baruch Hu. Maintenant, petit bilan, bref bilan. Quand même, il faut être fidèle au titre qu'on a donné à cette conférence. La guerre des 600 jours et le nouveau Proche-Orient. Et ces 10 derniers jours ont été possibles grâce aux 600 jours qui les ont précédés. Il faut le savoir. Parce que ces 600 jours, ils ont permis de défricher le terrain,
de neutraliser l'une après l'autre les tentacules de la pieuvre iranienne, de mobiliser le peuple juif et désarmer la nouvelle Allemagne nazie. Aucun allié, aucun soutien à l'Iran, espace aérien devenu arrière-cour d'Israël. Ça, c'est le véritable nouveau Proche-Orient, avec Israël comme axe central, comme puissance régionale mondiale. חג שמח, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. Eliezer, j'espère que tu fais un barbecue avec de la viande ce soir pour fêter ça ou pas? בטח, Bien fait. On va permettre aux participants d'ouvrir les micros. C'était passionnant. Vous avez été plus d'une centaine à être présents. Et voilà, vous pouvez maintenant intervenir, poser vos questions. On prend encore quelques minutes si tu as le temps, Eliezer. Ouais, bien sûr. Que ça fonctionne. Vous arrivez à ouvrir les micros? Voilà, ça y est. Et Allez-y. la barca? Est-ce que je peux dire un mot? Oui, on peut dire des mots. Je peux dire un Allez-y, mot allez-y. là? Oui, oui. Non, je remercie vraiment. Ça m'a donné vraiment tout ce que je pensais. Ça a été mis en logiquement. Et j'ai plein de gens qui me parlent de ces mêmes questions. Et la seule vraiment réponse, c'est que il faut qu'on y aille. Et on commence à y aller. J'espère qu'on tiendra le coup. Amen. Je peux parler? Je veux poser une question. Allez-y, allez-y. Oui, non, je sais pas. Eliezer, il m'entend? Eliezer. Oui, oui, il faut qu'il ouvre son Oui. micro. Il t'entend. Non, Annie, Je vous entends, je vous entends. Il m'entend. Moi, je voulais. תודה רבה pour ce ממש, c'était ממש magnifique, וזה פותח את הלב. אבל אני, יש לי שאלה קצת קשה. מה קורה בעזה? אם אנחנו מסוגלים כל כך לעשות דברים כאלה, מה קורה בעזה? La question est très simple. Qu'est-ce qui se passe à Gaza, si on sait? La réponse, elle est aussi très simple. C'est les otages? Benjamin Netanyahu, il a répondu. C'est que là-bas, il y a une différence par rapport à tous les autres fronts, c'est que nous avons des otages. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on prend de l'élan, on doit ralentir. Pourquoi? Parce que pour libérer encore quelques otages. Mais maintenant, une fois que les terroristes du Hamas vont perdre leurs derniers arrières, j'espère, Bezrat Hashem, que ce sera chose plus facile, plus faisable en tout cas. Moi, je me Amen. demande, pardon, par rapport à ça, comment ça se fait que ce même Netanyahou, avec le même père, mais la même idéologie, il a pendant toutes ces années accepté de donner des milliards de dollars pour apaiser le Hamas. C'est quand même bizarre, non? Nachon, mais je pense qu'on est déjà aujourd'hui, on est au-delà. Nachon? Nachon, on était dans un autre état. Le 6 octobre, on était dans un autre état d'âme, état d'esprit. On s'est métamorphosé. Y compris Netanyahou, c'est ça qui est. C'était le premier. Le discours de son père, c'était avant. D'après ce que je sais, Netanyahou était le premier à être métamorphosé. Ouais. Après ce qui s'est passé le 7 octobre, oui. Non, pas tout de suite après le 7 octobre. Le 7 octobre, il n'a pas fait ce qu'il fallait. À aimer. Non. Non, ça lui a pris du temps. Hein. Ça lui a pris du temps. Ouais. Mais c'est vrai, c'est le peuple qui donne le push. C'est surtout nos soldats.
C'est surtout nos soldats. D'accord, c'est les soldats, et les soldats, lorsque vous leur demandez la question, eh bien, ils disent c'est nos femmes, et nos femmes, lorsque vous posez la question, ils disent, etc., etc. Chacun s'accuse mutuellement, entre guillemets, mais en tout et pour tout, c'est effectivement, c'est nos mères, c'est nos femmes, c'est nos enfants. Ok? C'est Am Israël. Am Israël Chai, de plus en Amen. plus. נכון. יופי, תודה רבה, בשורות טובות. Merci beaucoup. Merci. C'est monter le moral. להתראות, להתראות. Pas moi, c'est notre peuple. magnifique. Magnifique. איזה תפסיר התכוונת לעשות? Magnifique mise au point. Sarah. Magnifique. Super. Poser une question. Mhm. Ouais, c'est fini. Courage. Magnifique. Magnifique.